Il est 8h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. À 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra le maire de Nice, Christian Estrosi. Tout de suite, le journal avec David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. La France est à nouveau endeuillée, frappée cette fois à Strasbourg. Une attaque à l'arme à feu hier soir dans le centre-ville sur le marché de Noël. Le bilan provisoire est de 3 morts, 13 blessés, dont 8 sont dans un état grave. La police suspecte un homme qui a pris la fuite. Il est à cette heure activement recherché. 350 policiers et gendarmes sont à ses trousses, aidés par 2 hélicoptères. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Et vous aurez toutes les informations dont nous disposons sur le profil de cet assaillant présumé. Il était fiché S, condamné à de multiples reprises pour des méfaits de droit commun, radicalisé en prison. Alain Acco, le chef du service police-justice d'Europe 1, est avec nous dans ce studio. Europe 1. Le drame a débuté à 19h50. Un homme s'est mis à tirer à l'arme à feu sur des passants dans le centre-ville de Strasbourg, sur le marché de Noël. 3 personnes ont été tuées, 13 autres blessées, dont 8 sont dans un état grave selon la préfecture du Bas-Rhin. L'assaillant a échangé des coups de feu avec des soldats de sentinelle. Il a malgré cela réussi à s'enfuir. Rejoignons immédiatement sur place Arthur Mbaché. Bonjour Arthur. Bonjour David. L'urgence, Arthur, pour les autorités, c'est bien sûr maintenant de le retrouver et de le neutraliser. Oui, après le choc de l'attaque, il y a aussi à présent l'angoisse de la traque, David. La traque qui se poursuit 12 heures après l'attentat. Une chasse qui a commencé dès hier soir, ici en plein centre, avec ce moment où l'auteur des coups de feu croise des militaires de sentinelle qui le blessent au bras sans parvenir à l'arrêter. Un des soldats est également blessé, lui à la main. Ensuite, à proximité, nouveaux échanges de tirs, confrontation avec les forces de l'ordre. C'est à ce moment-là, à peu près, David, que j'ai vu passer à l'entrée du centre-ville une camionnette de la police avec images impressionnantes, assez terrifiantes en fait. Couché à plat ventre sur le toit de la camionnette, un policier tenant un fusil. Puis plus tard, opération de police à Neudorf, quartier situé au sud du centre-ville, pour essayer d'interpeller le suspect manifestement chez lui. Ça, c'était vers 21h. Et depuis, on aperçoit, on entend les 2 hélicoptères qui parcourent le ciel strasbourgeois, qui épaulent la centaine d'enquêteurs de la PJ, plus le RAID, plus la BRI, ce qu'on appelait l'anti-gang, plus les soldats du dispositif Sentinelle. 350 personnes mobilisées, nous a dit le ministre de l'Intérieur cette nuit. Il y a, dit Christophe Castaner, des contrôles aux frontières renforcés, évidemment sur les ponts qui franchissent le Rhin tout près d'ici. Merci Arthur Mbaché pour ces dernières informations. Et on en sait davantage, David, sur le profil du fugitif. Oui, au regard des faits, c'est la section antiterroriste du parquet de Paris qui s'est saisie de l'enquête. Bonjour Alain Acco. Bonjour. Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. On sait qu'on est face à un homme qui s'est radicalisé en prison et fiché S. Oui, s'il a été fiché S il y a 2 ans par la DGSI, c'est justement à cause de son comportement en prison, à cause de son prosélytisme religieux qui a attiré l'attention des agents du renseignement pénitentiaire. Jusqu'alors, ce Strasbourgeois de 29 ans, né de parents originaires d'Afrique du Nord, était exclusivement connu pour des faits de droit commun. Son nom apparaît d'ailleurs une 60aine de fois au fichier des antécédents judiciaires pour vol, violence, dégradation, outrage. Il a d'ailleurs déjà été condamné plusieurs fois en France, mais aussi en Allemagne, où il n'est pas exclu qu'il ait pris la fuite. Merci Alain Acco, vous restez avec nous dans ce studio. Lorsque vous parlez de prosélytisme religieux, on sait s'il s'agit d'un prosélytisme islamiste ? Oui, bien sûr. Revenons maintenant sur le déroulé de cette attaque. Bonjour Aude Vernuccio. Bonjour David. Tout a commencé à 19h50 en plein centre-ville de Strasbourg sur le marché de Noël, c'est bien cela ? Oui, tout commence dans la rue des Orfèvres, une petite rue étroite à quelques mètres seulement de la cathédrale de Strasbourg. Des coups de feu éclatent. De chez lui, Arsène découvre une scène d'horreur. J'ai entendu d'abord des coups de feu en fait, mais je me suis dit au début que c'était juste des pétards ou un bruit du quotidien. Ensuite j'ai entendu des gros cris. J'ai assez rapidement fait le lien avec le marché de Noël et j'ai été voir à ma fenêtre. Directement à ma droite, je vois un corps allongé, une famille autour avec une femme et 2 ou 3 enfants en très bas âge et des gens qui courent partout dans la rue, la panique quoi. Forcément je suis choqué, la première fois que j'ai quelque chose d'aussi violent de ma vie. Plusieurs personnes sont blessées. Le tireur poursuit son chemin vers la place Kléber, connue pour son immense sapin de Noël et ses petites cabanes en bois où l'on sert du vin chaud. À nouveau, des coups de feu retentissent, comme le raconte Maurice. J'avais mon casque sur les oreilles, je marchais pour aller à la salle de sport. J'ai vu et entendu des impacts sur le coin du mur devant moi.
J'ai compris que c'était des coups de feu et du coup là j'ai couru dans l'autre sens. Enfin, il y a eu une sorte de mouvement de foule. Tout le monde s'est mis à courir à l'opposé des coups de feu. C'était dans ma rue. Là j'ai dit à tout le monde que j'habitais ici. J'ai ouvert la porte et après on est monté se mettre à l'abri. Pendant plusieurs heures, bars, restaurants, commerces, tout est bouclé jusqu'au Parlement européen où les députés sont confinés. L'assaillant, lui, a déjà pris la fuite en s'engouffrant dans un taxi. Il a apparemment été blessé au bras pendant la fusillade. Le rappel des faits signé Aude Vernuccio. Merci Aude. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place hier en tout début de soirée. Oui, et il a tenu une conférence de presse en pleine nuit dans laquelle il a annoncé le passage de Vigipirate au niveau urgence attentat. Je me tourne à nouveau vers vous, Alain Cot, parce que cela surprendra sans doute nos auditeurs, mais les gendarmes étaient au domicile de cet homme hier matin pour une perquisition. Est-ce que, Alain, cela a pu avoir un rôle de déclencheur ? C'est très possible. Les gendarmes ont en effet débarqué chez lui dans le cadre d'une enquête pour tentative d'homicide dans laquelle il pourrait être impliqué cet été, une affaire de racket sur fond de contrefaçon. 4 autres personnes ont d'ailleurs été interpellées dans ce dossier. Hier matin, lui n'était pas à son domicile. On y a trouvé une grenade et un pistolet automatique. Alors, est-ce que c'est cela qui l'a poussé à l'acte ? Cela c'est déjà vu. Cela s'était déjà vu notamment avec l'auteur de l'attentat de Trèbes en mars dernier, qui avait été convoqué le jour même par la DGSI et au lieu de se rendre à sa convocation, il était passé à l'acte, on s'en souvient. Et puis l'année dernière, même en juin 2017, sur les Champs-Élysées, rappelez-vous, cet homme qui avait voulu se faire sauter en se faisant exploser contre un camion de la gendarmerie, il n'y avait que lui qui avait été tué, mais il était lui aussi convoqué pour un entretien administratif par la DGSI et au lieu de s'y rendre, là encore, il était passé à l'acte. Et afin que nous soyons totalement complets, Alain, d'un mot, lorsque le ministre de l'Intérieur dit qu'on passe au niveau urgence attentat, qu'est-ce que cela signifie précisément ? C'est normal après la commission de l'attentat ou quand on croit qu'un attentat va se commettre d'une manière imminente. C'est un renforcement des contrôles, par exemple, un petit peu partout, aux frontières, on en a parlé il y a un instant, mais ça peut être aussi autour des marchés de Noël. Oui. On craint un effet de mimétisme, mais il peut y avoir aussi des contrôles dans les transports en commun et notamment dans les trains. Merci Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1 pour toutes ces informations. Bilan de cette attaque terroriste provisoire, 3 morts, 13 blessés, dont 8 graves. Une attaque qui intervient alors que le mouvement des Gilets jaunes continue, David Doucan. Oui, et d'ailleurs, le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté interdisant les manifestations qui étaient prévues aujourd'hui pour permettre aux forces de l'ordre de se mobiliser totalement dans les opérations de recherche. Les Gilets jaunes occupaient hier encore un certain nombre de sites routiers à Strasbourg. Et dans quelques minutes, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera Christian Estrosi, le maire de Nice, qui avait dû faire face à l'attaque terroriste du 14 juillet 2016. Nous retournons maintenant à Strasbourg, qui se réveille en deuil. Plusieurs cellules psychologiques sont ouvertes. Un numéro de téléphone d'information au public a été mis en garde. Je vous le communique, le 0811 000 667. Je le répète, 0811 000 667. La mairie a décidé qu'il n'y aurait pas cours aujourd'hui dans les écoles maternelles et primaires, même si les enfants seront quand même accueillis pour les parents n'ayant pas de solution de garde. Rejoignons maintenant l'un de nos envoyés spéciaux, Mathieu Bock, sur place. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Vous êtes depuis ce matin au contact des Strasbourgeois qui se rendent au travail. On imagine qu'ils sont toujours sous le choc. Oui, les habitants que j'ai rencontrés ce matin partent travailler le cœur lourd, emmitouflés dans leur veste pour se protéger du froid. On est en dessous de zéro ici à Strasbourg et ils craignent qu'une ambiance pesante ne s'abatte sur la ville alors que ce mois de décembre devrait être une fête. C'est terrible parce que c'est quand même un moment de paix. On se dit Noël, c'est quand même... Et puis là, on attaque un beau symbole, de la joie, du bonheur et on brise ça d'un coup. C'est violent, quoi. Ça fait mal. Je suis un peu troublé parce que je sais qu'ils ne l'ont toujours pas trouvé et que la situation va perdurer. Et j'ai peur qu'on retourne dans un cycle où on réimpose un contrôle aux frontières, où j'ai déjà vécu le précédent, où c'était très très compliqué, où j'ai eu l'impression de jamais en sortir. On ressasse, on revoit les images qui ont été relayées par les réseaux sociaux. On a des amis qui nous ont appelés, qui étaient en ville. Donc ouais, difficile. Alors la vie reprend presque normalement ce matin. Les transports en commun fonctionnent à nouveau alors qu'hier soir, ils avaient été purement et simplement arrêtés, laissant des habitants livrés à eux-mêmes un peu partout en ville en pleine nuit. Mais comme pour rappeler ce qu'il s'est passé ici hier soir et que le suspect est toujours en fuite, le marché de Noël, lui, sera fermé toute la journée. Merci Mathieu Bock, vous étiez en direct de Strasbourg pour Europe 1. Parmi les multiples réactions, je vous livre celle de la présidente du Rassemblement national. Sur son compte Twitter, Marine Le Pen a parlé, je cite, d'une tuerie
partis islamistes et elle appelle à un changement radical de la politique contre le terrorisme. Elle vient d'ajouter avoir le sentiment que tout n'est pas fait dans la lutte contre le terrorisme. Et pendant ce temps, nous l'évoquions depuis ce matin, le mouvement des Gilets jaunes continue. Oui, malgré les annonces d'Emmanuel Macron, les appels à manifester pour un acte 5 du mouvement samedi prochain continuent de prospérer sur les réseaux sociaux. Ils ont été lancés avant l'attaque dont nous vous parlons à Strasbourg. Donc nous verrons s'ils sont maintenus et s'ils continuent à recevoir beaucoup d'adhésions. Même Laurent Wauquiez, le leader des Républicains, pourtant en soutien des Gilets jaunes, leur a demandé de ne pas manifester le week-end prochain, mais rien n'y fait. Résultat, les autorités et les commerçants s'inquiètent un peu partout en France. Par exemple à Bordeaux, qui a subi de nombreux dégâts samedi dernier. Stéphane Place. Des bouts de verre qui traînent encore sur la chaussée, noircis par l'embrasement des barricades, des distributeurs de billets détruits et que des techniciens sont en train de remplacer. Le cours Victor Hugo pense ses plaies, mais ce buraliste, dont la vitrine a été fendue, redoute le retour des casseurs le week-end prochain. Ça va se reproduire, ils en parlent déjà. Le samedi prochain, je vais être là et je reste devant mon commerce, je ne vais pas laisser faire. Dans une rue adjacente, cet autre commerçant a surpris des conversations inquiétantes en début de semaine. Il y a des irresponsables qui en permanence mettent de l'huile sur le feu. Donc on entend des choses parmi des gens comme quoi ils vont venir avec des marteaux tout cassés, etc. Certains faibles d'esprit avaient l'air déjà d'être bien excités et dire que cette fois-ci, c'était lundi matin, j'en ai entendu 4 là-bas. On essaye de faire le maximum aujourd'hui pour préparer le magasin. Et puis après, de toute façon, nous allons subir. On a une façade bois et des stores qui peuvent prendre, donc c'était un peu le danger. Donc les extincteurs sont vérifiés. Ils ne sont pas rangés là où ils étaient. Vous les avez mis plus près? Bien sûr, on fait attention. Juste à côté, dans son magasin de vêtements, Magali reste elle aussi marquée par le déchaînement de violence du week-end dernier. Une grosse trouille, mais on va être plus vigilant. Fermer plus tôt, je pense. Pas de risque. Et les dégâts du week-end dernier viennent d'être estimés à au moins 500 000 € par la municipalité bordelaise. Bordeaux, Stéphane Place, Europe. Et concluons, Nico, si vous le voulez bien, ce journal avec un résultat de football. Une note positive. Une note positive. Les Parisiens ont gagné hier soir 4-1 face à Belgrade lors du dernier match du premier tour de la Ligue des Champions. Ils sont donc qualifiés pour les 8e de finale.